Donc cette deuxième partie de l'après-midi, on va essayer de vous faire quelques démos des différents outils qui ont été développés dans le cadre du projet, développés et adaptés, à base d'un certain nombre de scénarios qu'on a discutés à plusieurs reprises, beaucoup avec les documentalistes du CIRAD. Certains scénarios donc, vont peut-être répondre à des besoins que vous auriez identifiés, d'autres vont peut-être vous surprendre. Tout ce que je vais vous présenter là, ce sont des possibilités. On a essayé de s'inspirer de besoins réels. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des choses figées et que voilà, il y aura peut-être besoin encore de réfléchir à adapter certains services. Je vais présenter ça comme des scénarios. Donc le premier, c'est celui-ci. Je suis chercheur, je veux connaître la production scientifique du CIRAD concernant le changement climatique et la santé. Et la méthode que je vais utiliser, c'est une recherche par concept. Quand je parle de concept, je vous rappelle, je fais référence au terme d'un vocabulaire de référence. Ici, ça va être AgroVoc, encore une fois, c'est essentiellement sur cet exemple-là qu'on va s'appuyer, mais comme je le disais tout à l'heure, ça peut être n'importe quel autre vocabulaire de référence qui serait adapté à une autre communauté. Donc on commence par une interface de recherche, mode textuel. Donc je sélectionne les deux mots-clés qui m'intéressent. Donc les mots-clés que j'ai ici sont les mots-clés qui font partie des descripteurs de l'ensemble des articles qu'on a traités dans le cadre de ISA. Et je fais une recherche. Donc là, il va y avoir plusieurs sections. La première section, assez naturellement, est-ce que c'est assez gros? Je peux zoomer un peu si vous voulez. Ça va? Ok. La première section, ça me donne les résultats qui correspondent exactement à ce que j'ai demandé. Donc, je veux des articles dont les descripteurs sont au moins exactement climate change et health, santé. C'est ce que j'ai dans la première partie. Avec l'icône à droite, je peux ouvrir la notice de l'article, dans laquelle je vais retrouver l'ensemble des informations classiques. Et puis, en plus de ça, je vais avoir l'ensemble des descripteurs ici, qui sont pour certains des descripteurs qui ont été produits par des documentalistes, quand il y a la petite icône ici d'une personne, ou par le système de classification automatique qui a été présenté par Amazon. Donc on retrouve ici l'ensemble des descripteurs thématiques, l'ensemble des descripteurs géographiques s'il en existe, le résumé de l'article, et puis ici les entités nommées qui ont été extraites du résumé de l'article. Alors je vais prendre par exemple le gaz carbonique, et vous voyez qu'ici, le gaz carbonique, ça a été lié à nos 3 vocabulaires de référence qui sont AgroVoc, DBpedia et Wikidata. Si je prends un autre, crops, ça a été uniquement lié au concept de culture dans AgroVoc. À chaque fois, je peux éventuellement réouvrir l'interface d'AgroVoc pour aller consulter ce qui se cache concrètement derrière ce concept. Donc ça, je reviens à mon interface de recherche, ça c'était la première partie qui répond exactement au terme que j'ai demandé là. Maintenant, si je regarde sur AgroVoc, le changement climatique, c'est un concept qui contient deux sous-concepts, changement climatique anthropogénique, je suppose, et réchauffement climatique. Et puis si je regarde la santé, là, la santé, c'est plus vaste. J'ai la santé animale, la santé des écosystèmes, des forêts, santé humaine, santé mentale, etc., etc. Et donc, dans une deuxième section des résultats de recherche, je vais trouver les articles qui correspondent à ma recherche, donc aux deux concepts que j'ai demandé, ou n'importe lequel de leurs sous-concepts. Et là, du coup, je vais préciser lesquels. Donc, le premier résultat, climate change, c'est le terme que j'avais demandé. Par contre, plant health, donc santé des plantes, c'est bien un des sous-concepts de santé. Et puis, on va retrouver santé des forêts, santé animale, etc., etc. Une troisième section, alors, qui n'a pas de résultat ici, mais je vais vous faire un exemple. Oui, avec uniquement changement climatique. Une troisième section, c'est en intégrant ce que je vous montrais tout à l'heure, les résultats avec les termes connexes. Donc là, il ne s'agit plus strictement d'avoir le changement climatique, mais il s'agit d'avoir, pardon, je descends la bonne section, les résultats qui intègrent les termes qui sont, donc si je reviens sur changement climatique, voilà, c'est tous les concepts liés ici, donc adaptation, impact, atténuation, perception, etc. Et donc ce sont ces termes que je vais retrouver ici. Donc, vous voyez qu'on ordonne dans les résultats de recherche ceux qui sont d'abord le plus près de la recherche de l'utilisateur, qui sont exactement les termes que j'ai demandé, puis dans une deuxième section, ceux qui sont un peu plus larges parce que j'intègre des sous-concepts, mais qui sont a priori encore sémantiquement tout à fait valables,
Et puis dans une troisième section, quelque chose de plus large, qui correspond à des termes qui sont liés, mais qui ne sont pas nécessairement ce qu'aurait été la recherche de l'utilisateur. Et puis à chaque fois, évidemment, je peux retourner ici sur AgroVoc pour obtenir la définition du concept. À noter une chose intéressante ici, alors j'ai fait ici une recherche par descripteur AgroVoc, mais je peux faire aussi une recherche par entité nommée Wikidata. Donc je vous rappelle, les descripteurs, ils caractérisent l'article dans son ensemble. Les entités nommées sont des mentions dans le texte. Et donc, là, je vais rechercher le concept santé dans Wikidata. J'arrive un peu plus loin. Et je refais la même recherche. Et ici, vous voyez que j'ai déjà beaucoup plus de choses. Alors, pourquoi j'ai plus de choses? Parce qu'il y a beaucoup moins de descripteurs que d'entités nommées. Les descripteurs, ils caractérisent l'article dans son ensemble. Il y en a une dizaine, une vingtaine. Les entités nommées, c'est toutes les mentions de texte qu'on a réussi à extraire et qui correspondent à quelque chose dans Wikidata ou dans un autre vocabulaire. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de résultats, on peut aussi potentiellement avoir beaucoup plus de bruit. Donc c'est à utiliser avec parcimonie. Vous voyez ici, je vais retrouver santé mentale, qui existait déjà dans AgroVoc, j'ai santé globale, alors, je ne sais pas ce qui se cache dans ce texte, dans ce concept sur Wikidata, droit de reproduction, enfin, vous voyez, bon, voilà, c'est juste pour illustrer l'idée que vous pouvez aussi élargir la recherche, non pas en utilisant uniquement les descripteurs, mais en allant voir du côté des entités nommées qui sont beaucoup plus nombreuses, mais donc aussi beaucoup plus bruitées. Une dernière chose par rapport à cette interface, elle permet de faire une recherche géographique un peu gratuitement. Ici, je garde le concept de changement climatique et puis je sélectionne Afrique de l'Ouest. Et vous allez voir que dans les concepts liés, dans les résultats avec des sous-concepts, je vais retrouver ce qui concerne le changement climatique et le Ghana, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Togo, le Bénin, etc. Donc là, je suis dans un... vu que mon référentiel terminologique interne intègre des données géographiques et une hiérarchie géographique d'un pays, des régions, etc., gratuitement, j'ai une recherche géographique à travers cette interface-là. Une chose que je n'ai pas mentionnée ici tout à l'heure dans cette interface, c'est-à-dire dans la notice d'un article, vous avez en bas ici une carte avec les entités nommées géographiques, c'est-à-dire toutes les mentions de lieux qui apparaissent quelque part dans l'article. Et généralement, vous voyez que ça peut vous donner une idée assez précise de la zone géographique mondiale qui est concernée par l'article, avec un peu de bruit. Je vous disais, ce sont des entités nommées, ça veut dire qu'il se peut qu'on détecte quelque chose, un nom de lieu qui n'a absolument rien à voir avec le sujet de l'article, c'est un peu le risque. Un cas qu'on a remarqué assez souvent aussi, par exemple, on a généralement la France et Montpellier. Oui, parce qu'en fait, dans les articles du CIRAD, il y a toujours un auteur qui est au CIRAD à Montpellier. Donc vous voyez qu'on détecte les lieux mentionnés dans l'article, quels qu'ils soient, y compris dans les affiliations des auteurs. C'est une faiblesse, ça pourrait être compensé. Je m'arrête sur cette interface-là pour l'instant. Donc ça, c'est le scénario que je viens de présenter, avec une recherche par concept, mais directement une recherche sexuelle. Ça, donc ça a une utilité, mais ça a aussi des limitations. Parmi les limitations, il y a le fait que je sais exactement ce que je suis en train de chercher. Je veux tel concept et tel concept, ou leur sous-concept, ou les concepts liés, mais en tout cas, je sais précisément où je vais. Donc je ne suis pas du tout dans une démarche exploratoire. J'aimerais bien savoir, tiens, je cherche tel concept, quels sont les autres concepts qui vont être fréquemment associés. Pour ça, on va avoir d'autres outils qui vont être plus graphiques et plus exploratoires. Là, ce troisième scénario, en fait, si vous lisez la description, c'est exactement le scénario 1. C'est toujours la même chose, je suis chercheur, je veux connaître la production scientifique du CIRAD concernant le changement climatique et la santé. Je vais utiliser une méthode différente. Cette fois-ci, je vais m'intéresser à l'exploration des réseaux de descripteurs. Ici, j'ouvre une requête qu'on a préconfigurée qui permet de chercher les descripteurs changement climatique et santé. Je lance la requête et là, je vais vous donner quelques explications sur ce qu'on voit. Donc, cet outil MG Explorer, il commence toujours par là, c'est-à-dire par une vue d'un graphe, c'est-à-dire des nœuds reliés par des arcs. Maintenant, ce que ça veut dire. La petite légende en haut, elle vous donne le code couleur. Les nœuds verts sont liés au changement climatique, les nœuds orange à la santé. Quand je dis liés, ça veut dire que c'est soit le changement climatique, soit un de ses sous-concepts ou concepts liés. Et quand je dis santé, c'est pareil, soit
le concept de santé lui-même, soit les sous-concepts. Alors on va vérifier ça. Si je vais le nœud le plus gros, alors la taille des nœuds donne une idée du nombre de publications qui ont ce descripteur. Donc ici, je suis sur le nœud qui représente le changement climatique. Et je vois qu'il y a 153, je ne sais pas si vous apercevez bien dans la petite bulle jaune, il y a 153 publications. Si je vais sur les autres nœuds verts, ici j'ai l'atténuation du changement climatique, les écosystèmes forestiers, les impacts du changement climatique, etc. Donc là, vous reconnaissez soit les sous-concepts, soit les concepts liés au changement climatique. Je vous rappelez, ici sur Agrovoc. Là, je retrouve, vous voyez l'adaptation, c'était celui-ci sur lequel j'étais tout à l'heure. Les nœuds oranges, c'est ceux qui concernent la santé, et là, je vais retrouver, alors pardon, j'avais survolé celui-là, c'était une erreur. Je cherche celui qui correspond à la santé. Donc là, j'ai santé publique, santé animale, le One Health dont on parlait tout à l'heure. Donc là encore, j'ai soit les sous-concepts, soit les concepts. C'est pour ça que ça peut partir relativement de façon assez large. Ce que je vous montre là, c'est un exemple avec les requêtes qu'on a implémentées, mais on pourrait spécialiser les requêtes pour n'avoir que les sous-concepts, etc. Tout ça, c'est évidemment adaptable. Alors, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? D'abord, quand je survole un des nœuds, je vois les liens qu'il a avec les autres nœuds. Donc, s'il y a un lien entre deux nœuds, ça veut dire qu'il existe au moins une publication qui a les deux thématiques. Donc là, entre changement climatique et forest ecology, je sais qu'il existe au moins une publication entre les deux. Si je veux les connaître, je vais pouvoir, alors je prends celui-là, je vais pouvoir avoir une première vue qui s'appelle la vue égocentrique. Donc là, je mets au centre celui que j'ai sélectionné, qui est le changement climatique. Je zoome un peu. Et là, vous voyez les autres concepts qui y sont liés. Donc c'est ceux que vous voyez autour ici, les concepts orange, qui sont autour du concept changement climatique. Et puis, si je vais sur la barre, je peux savoir que j'ai 42 articles qui mentionnent à la fois changement climatique et forest écologie, ou bien 41 avec les forest écosystèmes, etc. De là, je peux sélectionner, si je clique ici sur la barre, je vais sélectionner la liste des articles qui co-mentionnent exactement ces deux articles, exactement ou plus, mais en tout cas au minima. Donc voilà, j'ai changement climatique et santé animale. Je peux aussi voir la répartition. Je vais la fermer, dans le temps de ces publications. Donc là, j'ai une idée de la répartition du nombre de publications annuelles qui co-mentionnent changement climatique et santé animale. Ok ? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses pas claires là pour on ne garde pas toutes les questions à la fin. Ok, je vais revenir sur mon support. Donc cette fois-ci, je vais continuer avec le même outil, MG Explorer, mais je vais partir sur un scénario différent. Je suis documentaliste et je veux évaluer la collaboration du CIRAD avec d'autres institutions. Alors en fait, vous allez voir, c'est d'autres institutions ou UMR dans le CIRAD. J'y reviendrai plus tard. Et je vais utiliser le même outil, cette fois-ci, pour explorer le réseau des institutions. Je recharge mon outil. Alors, cette fois-ci, j'ai des nœuds qui ont toutes la même couleur, pour la simple raison que je n'ai pas plusieurs types d'entités. Ici, j'ai que des institutions. Donc, chaque nœud représente une institution. Alors, vous avez des options, si vous voulez y voir un petit peu plus clair, pour augmenter un petit peu la lisibilité. Voilà, j'écarte un peu plus les nœuds, etc. Le principe est le même. S'il y a un lien entre deux nœuds, ça veut dire qu'il existe au moins une publication avec ces deux institutions en commun. Donc, comme tout à l'heure, je peux naviguer sur une des institutions ou affiliations, et puis revoir, comme tout à l'heure, la vue égocentrique, où je vais avoir, à partir du CIRAD, les collaborations. Donc, ça, c'est le CIRAD. Ici, j'ai Agropole International avec qui j'ai 50 publications, Université de Montpellier 41, et puis, à nouveau, vous voyez que je peux faire le même travail que tout à l'heure. J'ai la liste des publications dans le temps, ou bien la liste directe. Et évidemment, si je clique ici, je peux revenir directement à la notice de chacun des articles. Il y a une autre visualisation que je ne vous ai pas montrée ici, c'est une question qu'on peut se poser, c'est, OK, je sais ici le CIRAD publie avec tout ce monde-là. Et globalement, à chaque fois que je survole un lien, je sélectionne presque tout le monde. OK, donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a au moins une publication avec toutes ces affiliations. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'il n'y a pas des sous-ensembles là-dedans? C'est-à-dire, le CIRAD, il ne publie pas avec tout le monde à chaque publication. Alors,
Ici, on a une autre vue qui s'appelle la vue cluster. Je vais agrandir un petit peu. Je retrouve la même liste. La différence, c'est que là, chaque nœud, je peux le survoler. Et alors, je vais essayer de trouver un exemple. Voilà, éclairant. Vous voyez ici, je suis en train de survoler le nœud qui est gestion de l'eau, acteur, usage. C'est une UMR du CIRAD. En fait, je vois que cette UMR, quand elle publie, avec d'autres affiliation ou UMR de CIRAD, eh c'est plutôt en priorité Agropolis International, fonctionnement et conduite, je n'ai pas la suite du label, UMR territoire, AgroParisTech. Donc ça, c'est une première façon de commencer à voir à l'intérieur de ce paquet d'institutions-là, quelles sont celles qui publient vraiment les unes avec les autres, et de ne pas tout mettre dans un seul panier. Les deux scénarios là, que je viens de vous présenter, ils permettent de faire de l'exploration de réseaux, donc des réseaux de descripteurs, des réseaux d'institutions. On a d'autres cas que je ne vous montre pas ici, mais on a la même chose avec les réseaux d'auteurs. Donc on a la même visualisation des auteurs. Quand il y a un lien entre deux auteurs, ça veut dire qu'ils ont au moins une publication en commun, etc. Donc en fait, cette visualisation, elle est vraiment flexible. On peut y voir des limitations. Elle est essentiellement centrée sur des collaborations 2 à 2, c'est-à-dire deux auteurs ou deux thématiques ou deux institutions. C'est plus difficile. Alors, on peut voir, je vous ai montré, on pouvait voir les clusters par exemple, mais ce n'est pas forcément le plus idéal pour voir ce genre de choses, quand on veut avoir des collaborations où il y a plusieurs choses à la fois. Et puis aussi, on n'a pas d'évolution dans le temps. Ce qu'on voit, c'est je sélectionne deux institutions, j'ai le nombre de publications dans le temps, mais ce que j'ai dans le temps, c'est uniquement un nombre de publications. Je ne peux pas montrer autre chose comme évolution dans le temps qu'un nombre de publications. Et je pourrais vouloir faire ça. Et donc pour faire ça, on va utiliser un troisième outil qui s'appelle Movin, et Movin veut dire Multimodal Visualization of Networks. C'est une technique de visualisation plus récente qui est développée par Aline et son équipe. Oui, on ne l'a pas encore. L'idée, alors je vais vous faire une démonstration, je vais vous expliquer les concepts derrière Movin. C'est une visualisation plus récente, mais ça veut dire aussi moins mûre. Donc, il manque encore des choses. Il y a des choses qui sont probablement à être affinées. On a discuté des scénarios possibles avec les documentalistes, mais ça reste encore, enfin, voilà, toute l'utilisabilité et ce qu'on peut vraiment en retirer, c'est encore à évaluer. Je vous ai dit ça. Voilà. Donc, je vous montre une première visualisation pour explorer l'évolution dans le temps des collaborations entre auteurs. Alors, j'affiche plusieurs choses et ensuite je vous explique ce qu'on voit. Ici, vous avez une ligne qui correspond à un des auteurs du CIRAD, Jean-François Lecoq. Chaque point, c'est une publication. Ici, vous voyez que vous avez les années. Alors, j'ai zoomé un petit peu, parce que sinon, le nombre de points est un peu trop grand. Chaque point représente une publication sur une année. Les couleurs, ici, représentent le type de document. En orange, on a les articles de conférences. En vert, on a les articles de journaux. En bleu, monographe. Monographe, c'est une catégorie, si j'ai bien compris, générique qui englobe tout ce qui n'est pas des travaux publiés, notamment les rapports de recherche. Vous pouvez aussi avoir des livres ou chapitres de livres, etc. Ça permet donc d'une part de voir toutes les publications d'un auteur dans le temps. On peut, si je clique dessus, ça m'ouvre la notice de cet article. Et puis de voir l'évolution, si ça peut avoir un sens, en tout cas, des types de publications. Est-ce que certaines années, ou dans l'évolution, peut-être qu'un jeune chercheur va publier plus en conférence, puis plus il avance, plus il va publier en journal, ce genre de choses. Mais ça permet aussi d'aller voir les collaborations. Donc ici, je vais aller voir les collaborateurs, c'est-à-dire les gens qui ont copublié avec Jean-François. Je vais prendre les trois premiers, les trois principaux. Donc là, vous voyez que c'est classé par nombre de copublications décroissant. Donc ici, je fais apparaître Jean-François Lecoq, puis trois co-auteurs qui sont ceux-ci, chacun avec toutes ses publications. Ce que je veux, c'est peut-être ne voir que les publications qu'ils ont en commun. Donc là, c'est pas ici, c'est ici.
là, je vois les publications de cet auteur c'est-à-dire les publications qu'il a en commun avec l'un des 3 auteurs. Si je survole ici, je ne vois plus que celles qui sont en commun avec cet auteur-là. Donc ici, voilà. Et les collaborations sont indiquées par des traits verticaux. Quand il y a un trait vertical, ça veut dire qu'il y a une publication en commun. Ici, ah oui, pardon. Donc, oui, voilà. Je ne vais pas forcément plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire sur cette visualisation? Non, j'arriverai à d'autres détails plus tard. Donc, je vais prendre cette visualisation et je vais arriver sur un autre scénario. Donc, cette fois-ci, je pars de le scénario, c'est le suivant. Je suis documentaliste et on me demande de visualiser la répartition des publications du CIRAD ou de ses UMR par objectif développement durable. Alors, je refais un rapide, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, je refais un rapide point sur ce que c'est que les objectifs développement durable. Ce sont 17 objectifs qui ont été définis par l'ONU dans l'agenda 2030 pour le développement durable. Sont des objectifs politiques dans le sens où ce sont des objectifs qui, étant formalisés de cette façon-là, orientent le pilotage et l'assignation de budget. Et donc, c'est des choses qui, aujourd'hui, politiquement sont importantes parce qu'une institution doit être capable de montrer qu'elle travaille sur certains ODD, objectifs développement durable, pour obtenir des budgets. La difficulté, c'est que aujourd'hui, pour dire d'une institution, enfin, si on prend un article, dire qu'un article contribue à tel ou tel objectif développement durable, il n'y a absolument aucune méthode formalisée ou qui fait consensus. Chacun développe sa façon de classifier des articles par objectif développement durable. Alors, parmi les méthodes visibles, il y a celle du WOS, le Web of Science, de Scopus, d'OpenAlex, je parlais tout à l'heure, et puis Agritrop a sa propre technique de classification à base de requêtes et de mots-clés. Donc la question, c'est de se dire, on ne va pas essayer, dans ISA, on s'est dit qu'on n'allait pas refaire nous-mêmes une autre méthode de classification, parce qu'il y a déjà plein de gens qui l'ont fait, donc ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est voir comment on pourrait exploiter ces résultats sur la classification des ODD. Parmi les 4 candidats que j'ai sélectionnés, que j'ai cités là, on a sélectionné OpenAlex comme source d'information. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, alors, on avait la classification qui vient d'Agritrop, qui est probablement fiable puisqu'elle est basée sur les publications d'Agritrop, sauf que dans ISA, notre but, c'est d'être générique. Et si on s'appuie sur cette classification-là, elle marche pour Agritrop, mais que pour Agritrop. Donc, elle ne marchera pas du tout pour une autre archive. Alors que OpenAlex est générique, c'est-à-dire transdomaine. En termes de couverture, OpenAlex, de couverture, c'est-à-dire de nombre de publications classifiées avec des objectifs de développement durable, OpenAlex est pratiquement aujourd'hui au même niveau que le Web of Science. Et puis une autre chose, et pas des moindres, c'est que les données sont ouvertes, on a une API qui est gratuite, flexible. Et enfin, ils ont une transparence, c'est-à-dire leur modèle de classification est ouvert. On peut le prendre, on peut l'utiliser, le tester. Donc c'est un gros avantage par rapport aux autres modèles de Scopus et du WOS qui ont des modèles de classification, mais on ne peut pas les tester, ils n'ont pas ouvert ça publiquement. Donc, une des tâches qu'on a eu à faire dans ce cadre-là, c'est de prendre tous les articles qu'on a dans le graphe de connaissances ISA, c'est-à-dire qui est une partie d'Agritrop, et pour tous ces articles-là, autant que possible, récupérer de OpenAlex les objectifs développement durable qui ont été assignés. Donc on voit que parmi les 17 objectifs, en fait, on a 6-7 objectifs qui sont très largement représentés, en fait deux en particulier. Les 2 premiers représentent plus de 50% des articles, sachant que la majorité des articles ont un seul objectif développement durable, certains en ont 2, mais dans la majorité, ils en ont un seul. Au final, on a 5000 documents pour lesquels on a pu récupérer cette information. Ouais, je ne rentre pas plus dans le détail. Donc, je vais vous montrer des visualisations de ça. Il faut juste comprendre que derrière, on a eu tout un travail d'ingénierie pour récupérer ces données, les transformer en un graphe de connaissances, intégrer ça dans le graphe ISA, etc. Donc, je reviens ici et je vais prendre une visualisation des institutions.
avec les objectifs de développement durable. Donc je repars sur le CIRAD. Les vagues de couleurs, vous vous rappelez que tout à l'heure, ça indiquait le type de publication. Cette fois-ci, on a changé. Les vagues de couleurs sont des objectifs de développement durable. Donc en vert, on a santé et bien-être, en orange, la vie sur Terre, en bleu, la vie sous-marine, etc. Et puis, en fait, on a pris les 6 principaux, qui sont les 6 premiers ici, et tous les autres, on les a classés sous une catégorie générale qu'on appelle Other, ici en rose. Quand vous survolez chacune de ces zones, vous avez des informations. Ici, vous voyez qu'en 2020, on avait 104 articles qui rentraient dans l'objectif développement durable qui est Life on Land, donc le vie terrestre, et ça représente 33% des articles qui ont été classifiés sur cette année-là. Je dis, ce n'est pas de 33% des articles publiés au CIRAD, hein. On n'en a qu'une sous-partie. Ça peut vous donner une idée de l'évolution. Enfin, le but, en tout cas, voilà, c'est de voir si ça peut vous donner une idée de l'évolution des ODD, de la représentation des ODD dans les publications du CIRAD. La forme générale que vous voyez ici, qui est en cône, comme ça, qui s'élargit, c'est pas parce qu'il y a des objectifs qui deviennent plus importants que d'autres, c'est tout simplement les publications du CIRAD qui augmentent. C'est-à-dire, comme partout, le nombre de publications explose, et ça, cette forme-là, en cône, là, bah, c'est bien représentatif de l'explosion du nombre de publications au CIRAD. Ensuite, comme tout à l'heure, je vous montrais, on utilise cette visualisation pour voir des collaborations entre auteurs. Bah là, on peut voir des collaborations, entre guillemets, c'est-à-dire d'autres institutions qui vont avoir, elles aussi, leur propre répartition en termes d'ODD. Et donc là, je vais aller voir les collaborateurs. Je peux prendre, mettons, j'ai rajouté une deuxième institution, AgroParisTech, et puis je vois que la répartition, alors bon, la taille n'est pas les mêmes parce que le nombre de publications n'est pas le même. Après, dans la pratique, les proportions sont relativement proches. Ici, j'ai 32% dans plus de fin dans le monde, et ici, je suis à 21%. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes proportions. Sachant que quand j'ajoute ici une institution, je ne suis pas en train de dire, voilà les ODD représentés d'une manière générale par cette institution. Ce que je vois, c'est uniquement les institutions que les articles que cette institution a en commun avec les CIRAD, et c'est seulement sur ces exemples-là. Donc j'ai une vue de l'institution qui est complètement biaisée, qui est uniquement à travers la vue du CIRAD. Donc attention aux interprétations. Alors, je vous montre juste un autre cas, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vais prendre, donc plutôt que de regarder le CIRAD avec une autre institution, je prends je vais prendre 3 UMR du CIRAD, qui sont le deuxième, c'est Système d'élevage Méditerranée, il est là. Et le troisième, j'avais dit Animal Santé, Territoire, Écosystème. Voilà. J'enlève le nœud qui correspond au CIRAD pour garder que les 3 UMR. Hop. Et là, on peut voir des répartitions assez différentes. Vous voyez par exemple que dans l'UMR Animal, Santé, Territoire, Risque, Écosystème, on a une proportion assez forte quand même, là je suis sur 2022, 32% dans l'objectif développement durable, santé et bien-être, alors que c'est quasiment pas représenté dans les deux autres. Donc peut-être que si vous êtes au CIRAD, pour vous c'est une évidence, je ne sais pas, mais voilà, l'idée là c'est vraiment d'illustrer qu'on peut faire ce genre de visualisation à affiner en fonction des besoins, de ce que vous avez besoin de voir, de ce qui est intéressant comme représentation, etc. Et puis je vais passer à une dernière partie sur ce qui concerne l'interdisciplinarité. Donc cette fois-ci, je vais avoir 2 scénarios ici, avec la même idée, c'est d'évaluer l'interdisciplinarité des publications. Tout à l'heure j'étais sur les ODD. Les ODD c'est une classification particulière qui est liée à ces objectifs de développement durable, ce n'est pas des thèmes scientifiques. Ici, je vais avoir une idée de l'interdisciplinarité des publications. J'ai plusieurs façons de faire ça. Une première approche, ça peut être de simplement visualiser les thématiques qui sont abordées dans les articles. On peut se dire en première approche, les thématiques, j'en ai déjà une connaissance avec les descripteurs AgroVoc. Sauf que les descripteurs AgroVoc, c'est un thésaurus, AgroVoc est un thésaurus focalisé
d'abord sur l'agronomie et l'agriculture, ce n'est pas un thésaurus de l'ensemble des thématiques de recherche, quelles qu'elles soient. Donc, ce n'est pas forcément un référentiel qui serait satisfaisant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers OpenAlex pour récupérer l'ensemble des thématiques qui sont représentées par les articles, qui sont fournis par OpenAlex comme représentant les articles. OpenAlex organise les thématiques scientifiques de cette façon. Vous avez 4 grands domaines qui sont les sciences physiques, sciences sociales, santé et sciences de la vie. Dans ces 4 domaines, vous avez 26 champs disciplinaires, là-dedans 252 sous-champs et encore au niveau le plus détaillé, on a 4500 topics. Si on regarde, enfin oui, on va appeler ça des topics, j'ai pas de meilleur mot, sinon je vais le mélanger. Si on regarde à nouveau pour les publications qu'on a dans le Graphisa, on a une très forte représentation sur, et là pardon, je représente les 26 champs, donc le deuxième niveau de classification. Et dans les 26 champs possibles, on a une très forte représentation sur le premier qui est agriculture et sciences biologiques, sans surprise. Et puis, dès qu'on descend, on arrive très vite à des chiffres beaucoup plus minoritaires. Donc, on a récupéré l'ensemble de ces informations-là, on les a intégrées à nouveau dans le Graphisa, et de là, on peut partir sur des visualisations du même ordre. Donc, je ferme celle-ci. Institution Field, voilà. C'est vrai que je cherchais. Donc ici, on change à nouveau. Donc ma ligne représente toujours le CIRAD et on change la légende. Cette fois-ci, les bandes de couleurs ne représentent plus les objectifs de développement durable, mais les thématiques fournies par OpenAlex. Donc le premier, c'est celui que je vous disais, les thématiques au sens, les fields, le deuxième niveau de classification dans les hiérarchies OpenAlex. Le premier, le plus représenté, c'est agriculture et sciences sociales. Et sciences biologiques, on est à, vous voyez, plus de 52% en 2023, 39, presque 40%, 53%, etc. Bon, encore une fois, sans surprise. On a représenté ici, comme pour les ODD, les 6 principaux, et puis une catégorie, ici en orange, pour tous les autres, qui reste, bon, qui n'est pas forcément négligeable, mais qui, tous ensemble, représentent 22%, sachant qu'on a là-dedans 20 topics différents. Comme je vous montrais tout à l'heure, on peut rechercher les collaborations, c'est-à-dire quelles sont, je vais reprendre comme tout à l'heure AgroParisTech, et puis faire le même type de visualisation. Et là, je vais commencer à comparer quelles sont les thématiques abordées par les articles publiés par le CIRAD, par les articles publiés par AgroParisTech, avec toujours la petite précaution qui est que je vois les articles d'AgroParisTech publiés seulement en collaboration avec le CIRAD. Donc, je n'ai pas une vision de l'ensemble des thématiques abordées par AgroParisTech. Une deuxième façon d'envisager l'interdisciplinarité, c'est de ne plus rester strictement sur les thématiques des articles, mais d'essayer de quantifier ça. Alors là, on a la chance d'avoir eu Yohanan qui a fait un stage, pardon, je reste devant le micro, qui a fait un stage sur ce sujet-là et qui a débroussaillé un petit peu le sujet de l'interopérabilité, l'interdisciplinarité, avec une première conclusion qui est, il n'y a pas de consensus sur ce que c'est, ce que ça veut dire, comment ça se calcule. Donc là aussi, il y a différents acteurs qui ont produit différentes classifications avec des résultats d'interdisciplinarité par article. Parmi tous ces travaux-là, il y en a un qu'on a retenu qui est l'indice de Rao-Stirling. Alors, l'idée, c'est pas de dire celui-là c'est le bon et c'est celui qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, c'est un indice qui semble plutôt prometteur. Mais en faisant nos recherches, on voit qu'il y a déjà plein d'articles qui commencent à travailler sur en fait, on a fait une version modifiée de l'indice de Rao-Stirling et puis on a ajouté ça parce que dans certains... Bon, voilà. Donc, vraiment, je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur, c'est juste que, encore une fois, on sait calculer ce genre d'indice et on sait le visualiser avec les interfaces que je vous présente. Donc, son nom complet, indice de diversité de Rao-Stirling, le but, quantifier à quel point un article couvre des disciplines variées. Et l'intuition qui est derrière ce truc-là, alors attention, je lis la phrase.
et j'y reviens après, les disciplines des articles cités par un article donnent un panorama de la diversité thématique de cet article. Je reprends. Donc je prends un article pour lequel je veux calculer l'interdisciplinarité. Je prends tous les articles cités par cet article. Je regarde les thématiques qui sont assignées à tous ces articles-là. Et c'est à partir de ça que je vais essayer d'évaluer le panorama de l'interdisciplinarité de l'article que j'évalue. Alors comment ça fonctionne? 5h moins 10, je vais vous assommer. En gros, on prend la liste des topics au sens OpenAlex qui existent, et pour chacun, je dis mon article 1, 30% des articles qu'il cite sont dans le topic 1, 8% sont dans le topic 2, 45% sont dans le topic 3. Et puis de là, je vous fais grâce de la formule, mais en gros, on va prendre les topics 2 à 2, et on regarde la proportion d'articles cités dans ces deux topics, et on multiplie tout ça par une distance entre les topics. Et une fois qu'on a fait ça, on fait une somme pondérée, on normalise tout ça, et on a un indice entre 0 et 1. La question là-dedans, ça va être la question un peu cruciale, c'est comment on mesure la distance entre des thématiques. Et ça, c'est pas du tout évident. Là, il faut la chiffrer. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est une méthode, mais on a fait un choix arbitraire qui est de dire, si deux topics sont dans le même sous-champ d'OpenAlex, on va dire qu'on a une distance de 0,25. On va prendre notre distance entre 0 et 1. S'ils ne sont pas dans le même sous-champ, mais qu'ils appartiennent au même champ, on double. On dit qu'on a une distance double de 0,25. On continue, on remonte tout en haut. S'ils sont dans le même domaine, mais pas dans le même champ ou dans le même sous-champ, là, on a une distance de 0,5. Et puis, le cas extrême, ils sont dans des domaines complètement différents. Là, on a une distance maximum de 1. C'est un choix arbitraire. C'est clairement un choix arbitraire, et on pourrait faire des études sur comment bien répartir ces poids, ces distances-là, pour avoir une meilleure représentation. Et donc, si j'en arrive à la représentation, institution Stirling. Voilà. Ici, on a groupé les valeurs de l'indice de Rao-Stirling en 3 catégories. En vert, vous avez l'indice qui est entre 0,4 et 0,6, en bleu entre 0,6 et 0,8, et en orange entre 0,8 et 1. Alors pourquoi ces 3-là? Parce que en fait, dans tous les articles qu'on a évalués là, il n'y en avait aucun au-dessous de 0,4, tout simplement. Et en fait, probablement que le fait qu'il n'y ait personne au-dessous de 0,4, c'est lié à la façon dont on a posé ces poids. Ce que je disais là, ces poids, c'est eux qui définissent finalement comment est-ce que l'ensemble des articles vont se répartir dans cet intervalle entre 0 et 1. Donc clairement, là, il y a peut-être d'autres choix à faire qui seraient plus représentatifs. En tout cas, ça veut dire aussi une chose, c'est que cet indice, il est comparable au même indice pour une autre institution. On ne peut pas comparer deux indices d'interdisciplinarité différents, ça n'a aucun sens, puisqu'ils ne sont pas calculés de la même façon. En tout cas, comme tout à l'heure, on va pouvoir explorer les collaborations. Je prends un autre institut ici. Le temps que ça vienne. Voilà. Alors, parmi les choses qu'on peut faire aussi, que je n'ai pas forcément montré, ici, je focalise sur quelques années, et puis je pourrais me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui fait qu'un article est très interdisciplinaire ou pas? Eh bien, je pourrais décider d'aller visualiser ça en faisant ça. Là, je survole uniquement la zone verte, et je vois, parmi tous les articles, je désélectionne, parmi tous les articles qui sont là, si je survole la zone, ou si je la sélectionne, je garde uniquement les articles qui sont dans cette catégorie, c'est-à-dire entre 0,4 et 0,6. Et je pourrais me dire, bah, ceux-là, ils ont une faible interdisciplinarité par rapport aux autres, en tout cas. Peut-être qu'il faut que j'aille voir ceux-là, bah, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, etc. Donc, on pourrait imaginer encore 1000 pistes de travail sur pourquoi interdisciplinarité est forte et faible, etc. Je ne vais pas aller plus loin. J'espère que je ne vous ai pas complètement endormi avec toutes ces démos. Je vérifie, je pense que je suis à la fin. Oui, je suis à la fin de ce que je voulais vous montrer. Y a-t-il encore des questions ?